Hello les maîtres de jeu, aujourd'hui on va parler de burn-out autistique, tomber la cape et garder le cap. C'est une introduction sur ce qu'est le burn-out autistique que j'avais évoqué en 2021 quand j'avais passé mon bilan d'autisme et que j'ai pas détaillé depuis, et du coup j'ai décidé de faire une vidéo spécifique sur le sujet du burn-out autistique. J'espère que ça vous parlera et que ça vous plaira. On est parti. Le burn-out autistique, qu'est-ce que c'est ? Le burn-out autistique est un syndrome conceptualisé comme résultant du stress chronique de la vie et d'une inadéquation des attentes et des capacités sans soutien adéquat. Il se caractérise par un épuisement généralisé à long terme, généralement 3 mois et plus, une perte de fonction et une tolérance réduite aux stimuli. Ça, c'est la définition proposée par Raymaker et al., qui les premiers ont fait un papier sur le burn-out autistique. C'est en 2020, c'est donc tout récent. On ne parle de burn-out autistique que depuis 2020. Il y a donc une trilogie de signes dans le burn-out autistique, si on reprend cette définition et si on les illustre. L'épuisement physique et psychologique, qu'on avait déjà dans le burn-out classique. La perte de fonction, notamment des challenges exécutifs. Et la tolérance réduite aux stimuli. On retrouve en filigrane le coût énergétique de la suradaptation, dont on reparlera. Mais on peut s'arrêter à temps si on se reconnaît. C'est pas forcément évident de se reconnaître parce qu'il y a quand même 69% des autistes qui font au moins un burn-out autistique dans leur vie, et il y en a 46% qui en font au moins 4. En fait, la tendance, c'est qu'on va enchaîner les burn-out jusqu'à se dire, tiens, peut-être que le burn-out n'est pas forcément que professionnel ou que parental, peut-être qu'il y a autre chose derrière, peut-être que j'ai un fonctionnement différent, et c'est là on va aller vers les neuroatypies et éventuellement le burn-out autistique. En tout cas, c'était ma démarche. Au bout de 3 burn-out, je me suis dit, il y a peut-être autre chose que juste le burn-out professionnel, et je savais déjà que j'étais HPI, j'avais des suspicions de TDAH, et quand ma psychologue m'a parlé du burn-out autistique, j'ai fait, ah bingo, c'est ça, et on a fait le bilan autiste à dose 2 dans la foulée, et j'ai été déclaré autiste en même temps que j'ai appris ce qu'était le burn-out autistique en 2021. Donc j'ai eu de la chance, parce que j'ai attendu qu'1 an par rapport au premier papier pour avoir mon diagnostic, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire 1, 2, 3, plusieurs burn-out avant de se dire que peut-être qu'il y a autre chose qui explique le burn-out et peut-être penser au burn-out autistique. Et encore, c'est compliqué de se faire diagnostiquer quand on est adulte parce qu'on surcompense, on se suradapte, et du coup on peut passer complètement sous les mailles des bilans officiel de l'autisme. C'est la dose 2, le bilan officiel de l'autisme chez l'adulte, et notamment chez les femmes qui sont très suradaptées, qui font beaucoup de masking. On reparlera du masking un peu plus tard. C'est compliqué d'avoir son diagnostic. À quoi ça ressemble l'autisme? Comment on peut se dire, tiens, peut-être je suis un petit peu autiste, ou beaucoup autiste, ça n'existe pas un petit peu autiste, on est autiste ou on n'est pas autiste. Bref, les caractéristiques. Alors ça, c'est une diapo qui date d'un vieil article que j'avais fait avec ici Odette, que vous voyez ici avec son chignon bleu pour l'occasion, spécial pour parler de l'autisme sur les différentes neuroatypies. Et ça, c'est une liste de signes qui vient du blog Lasatypie. On a l'hypersensibilité sensorielle, les difficultés d'empathie cognitive et de compréhension des émotions. Alors c'est pas vrai qu'on n'a pas d'empathie, c'est juste qu'on ressent les choses, on a du mal à mettre les mots dessus. On appelle ça l'alexithymie. On a des émotions qui sont là, mais on sait pas les verbaliser. Difficulté d'accès aux normes sociales, on n'a pas le mode d'emploi, on comprend pas forcément comment il faut agir selon les circonstances. Difficulté avec les implicites, ça dit bien ce que ça veut dire. Hyper-ritualisation du quotidien, alors pas tout le temps, on peut avoir des routines, mais on a au moins des petites habitudes qui nous sont propres, qui sont particulièrement importantes. Quand on est très attaché à ces habitudes, on parle d'une forme de ritualisation. Difficulté avec les imprévus, franchise spontanée, les autistes sont très très francs, ils disent bien ce qu'ils pensent, et ça peut poser des problèmes notamment dans le milieu du travail. Et des intérêts spécifiques, qui sont des intérêts intenses. On parlera plutôt d'intérêts intenses dans la suite de la présentation, je vous dis après juste pourquoi. Ce qui sont des sujets qu'on va explorer à fond pendant un temps plus ou moins court ou plus ou moins long, qui vont être caractéristiques de notre capacité à investir les sujets. Une autre définition, c'est le DSM non validiste, repris par Nicolas Galita, comme je vous recommande la chaîne YouTube et la communauté School. Lui, il a repris les critères du DSM quand l'autisme est rentré dans le DSM sous le nom de trouble du spectre autistique. Et il y a 7 critères dans le DSM qu'on va voir ensemble, et la dénomination positive non validiste est celle de Nicolas Galita. La communication verbale atypique, la communication non verbale atypique,
La construction atypique des relations, on a du mal à se faire des relations, notamment avec les personnes alistes, les personnes non autistes. La répétitivité, c'est une forme de ritualisation et de routine. La psychorigidité, ou plutôt des îlots de rigidité sur des sujets particuliers. Des intérêts intenses, il parle d'intérêts intenses plus que d'intérêts spécifiques, parce qu'il y a des autistes qui ont des intérêts qui sont tout à fait classiques et pas forcément déroutants. Tous les petits garçons ne sont pas obsédés par les trains et toutes les petites filles ne sont pas que obsédées par les animaux ou les dauphins ou les poupées Barbie, c'est pas vrai. On peut avoir des intérêts totalement passe-partout. Moi, pendant longtemps, ça a été la photographie. Pendant maintenant 8 ans, c'est la théorie polyvagale, ça vous l'avez remarqué peut-être au fil de mes vidéos. Et puis là, depuis quelques semaines, c'est le burn-out autistique. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que j'en ai bouffé pendant plusieurs jours et je me suis dit, tiens, faut que je partage. Donc non, on peut avoir des intérêts intenses qui ne sont pas spécifiques. Et les particularités sensorielles, donc on est hypo ou hypersensible selon les sens. On peut être hypersensible au bruit, on peut être hyposensible aux odeurs. En tout cas, il y a des différences de sensorialité par rapport aux personnes non autistes. Et pour être autiste, il faut les 3 critères externes A sur 3. Donc il faut la communication verbale atypique, il faut la communication non verbale atypique, il faut les constructions atypiques des relations. Il faut 2 critères internes B sur 4. Donc répétitivité, psychorigidité, intérêt intense et sensorialité. On n'a pas besoin de les avoir tous, il en faut au minimum 2 sur 4. On peut avoir les 4 sur les 4. Moi j'ai les 4. Un autre schéma de diagnostic du burn-out autistique qui est proposé dans The Ultimate Guide of the Autistic Burnout, que je vous ai traduit. Pas le livre, hein, le schéma. Je n'ai pas traduit tout le livre évidemment, j'ai traduit le schéma, donc le voici. Les critères diagnostiques du burn-out autistique. Il y a l'épuisement significatif, un sentiment d'épuisement physique et mental accablant qui affecte le bien-être physique et émotionnel. Le retrait interpersonnel, on se met en retrait, c'est un repli social accru, entraînant une réduction des interactions sociales. On choisit la solitude comme moyen d'adaptation et il faut un ou plus des critères 3, donc soit réduction du fonctionnement, le fonctionnement dans divers domaines, par exemple le social, professionnel, éducatif est considérablement réduit. On a plus de challenges exécutifs, des difficultés avec les fonctions exécutives, de la confusion et ou des états dissociatifs. Une capacité réduite à camoufler, une capacité réduite à se camoufler entraîne une augmentation apparente des caractéristiques autistiques. On a l'air plus autiste qu'avant parce qu'on n'a plus l'énergie de masquer comme avant. Et une diminution de la tolérance aux stimuli, c'est-à-dire qu'on a une exacerbation de nos hypersensorialités. Dans notre professionnel, c'est quoi la trilogie de signes? Je les rappelle ici parce que vous allez voir pourquoi. Alors déjà parce que le premier il est commun, c'est l'épuisement physique et psychologique, ça change pas. Ça c'est je n'y arrive plus. La perte du sentiment d'accomplissement, on ne s'accomplit plus dans ce qu'on fait, on ne se réalise plus de ce qu'on fait, on n'est plus épanoui. Ça c'est je suis nul. Et la dépersonnalisation ou zombification, on parle aussi de déshumanisation selon les auteurs, ça c'est je m'en fiche. On se coupe des gens, on se coupe de la relation, on n'a plus envie de faire d'efforts. Et pourquoi je les ai mis là? Parce qu'on retrouve le même tableau dans tous les épuisements alistes, donc non autistes, mais on peut cumuler burn-out autistique et burn-out classique. Moi, typiquement, mes 3 burn-out, il y avait les deux. Il y avait du burn-out professionnel parce que je cumulais les postes. À chaque fois, il y avait des non-remplacements de congés de maternité et ou des remodifications de l'organisation qui fait que j'avais 3 postes sur les 2 premiers et 4 postes sur le dernier. Donc il y avait une partie de surcharge professionnelle, mais il y avait aussi le coût de la suradaptation qui faisait qu'il y avait aussi cette composante autistique qui faisait aussi que j'enchaînais les burn-out alors que je connaissais très bien les mécanismes du stress et du burn-out puisque ça fait maintenant bientôt 20 ans que j'enseigne le stress et le burn-out d'abord à des médecins et maintenant au grand public. Donc je sais ce que c'est qu'un burn-out, je sais le reconnaître quand il arrive et pourtant j'y allais quand même. C'est bien qu'il y avait une autre composante que juste la lecture physiologique du burn-out aliste. Il y avait aussi ce côté neuroatypique qui faisait que j'avais d'autres facteurs d'épuisement qui faisaient que même en connaissant les causes et les conséquences, j'y allais quand même. Donc attention, on peut cumuler les deux, c'est tout à fait possible. C'est quoi un burn-out? C'est un système nerveux qui est en surcharge. C'est quoi un système nerveux en surcharge? On va faire une lecture neurologique et polyvagale.
parce que moi et la théorie polyvagale, c'est mon intérêt intense ces dernières années, donc je ne peux pas ne pas en parler. Vous verrez, ça fait sens. Est-ce que tu sais ce que c'est que le concept de fenêtre de tolérance d'après le docteur Dan Siegel? On a une fenêtre de tolérance qui est notre zone où on va pouvoir gérer les stress ponctuels qui nous arrivent au fil des journées. Ça, c'est la fenêtre de tolérance. Si on va au-dessus, on est dans l'hyperactivation. Si on va en dessous, on est dans l'hypoactivation. C'est ce concept de fenêtre de tolérance qui veut dire qu'il y a un bon stress. Il n'y a pas de bon stress ou de mauvais stress. Le stress en soi, vaut mieux l'éviter parce que ça va vite oxyder l'organisme. Mais quand on est dans la fenêtre de tolérance, on va être dans son fonctionnement optimal. Donc c'est le juste niveau de stress qu'on appelle le stress. E-U-S-T-R-E-2-S en un mot. Le stress, pas le stress. En dessous, on est en hypoactivation, donc c'est comme si on avait entre guillemets pas assez de stress, c'est juste qu'on n'a pas assez de stimulation, on a besoin d'un niveau de stimulation qui corresponde à notre niveau d'acuité intellectuelle, j'ai envie de dire. Plus on est HPI au potentiel, plus on est dans l'autisme avec des intérêts spécifiques, dans le TDAH avec des intérêts qui vont stimuler notre attention, plus on va avoir besoin d'un niveau de stimulation, sinon on s'ennuie, on fait un bore-out. Bore-out, c'est le burn-out par l'ennui. Et si on est au-dessus, on est dans l'hyperactivation, et là c'est pas bon parce qu'on est dans le surinvestissement, la suradaptation. La fenêtre de tolérance, certaines ont une grande fenêtre de tolérance qui va prendre beaucoup de largeur, beaucoup de hauteur plutôt, pardon. Et d'autres ont des fenêtres de tolérance plus restreintes. Il faut savoir que chez les autistes, on a une fenêtre de tolérance qui est plus étroite, alors pas forcément au point du schéma, j'ai un peu grossi le trait, bon, vous voyez bien la différence, mais on a moins de tolérance et on a moins de flexibilité. Et la fenêtre de tolérance, alors chez les autistes, mais pas que, chez tout le monde, elle est fluctuante, ça dépend de son énergie du moment, et du coup, il faut savoir la lire pour pouvoir adapter le niveau de stress qu'on peut ou pas accepter sur une journée en fonction de sa tolérance du jour, et même, j'ai envie de dire, du moment. Une perspective polyvagale de la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est la connexion, c'est le vagal ventral. L'hyperactivation, tu l'auras deviné, c'est la lutte ou la fuite, donc c'est le sympathique. L'hypoactivation, c'est le figement, donc c'est le vagal dorsal. Dans l'hyperactivation, on trouve les crises autistiques qu'on appelle le meltdown. Alors je ne vais pas détailler les crises autistiques ici, c'est pas le sujet, j'en mettrai dire un petit peu plus dans l'article associé, donc n'hésite pas à lire l'article si tu veux en savoir plus. Et dans l'hypoactivation, on trouve le shutdown, qui est une forme de repli sur soi. Le meltdown, ça explose, le shutdown, on se replie sur soi-même. Ça, c'est les deux genres de crise autistique, et c'est intéressant de voir que à chaque crise, son état. Le meltdown, c'est un excès de sympathique, le shutdown, c'est un excès de vagal dorsal. On a vraiment les extrêmes dans le fonctionnement du système nerveux autistique. Donc d'un côté, on a moins de tolérance, de l'autre, on a moins de flexibilité, donc moins de facilité de passage d'un état à un autre. Et par contre, on a plus accès aux extrêmes. C'est comme si on avait les curseurs entre les différents états et qu'on allait plus facilement dans les extrêmes quand on était autiste. Donc l'extrême sympathique, c'est le meltdown en crise autistique. L'extrême vagal dorsal, c'est le shutdown. Il y a un double objectif par rapport à ça. Le premier, tu l'auras deviné, c'est d'élargir la fenêtre de tolérance, comme tu viens de le voir ici, mais pas que. C'est aussi de regarder les fluctuations de stress au cours de la journée et de voir dans quel état on est. Et plus on avance, plus on va essayer d'aller le moins possible dans les zones orange et rouge, donc moins d'hypoactivation, moins d'hyperactivation. Et quand on y va, parce qu'on ira toujours, parce qu'en fonction du stress, on va y aller de façon automatique. C'est le système nerveux autonome qui contrôle ça, donc il fait sa vie tout seul. Quand on y va, l'idée c'est d'y aller de moins en moins longtemps et de moins en moins souvent. Donc double objectif, étendre sa fenêtre de tolérance et ce qu'on appelle gagner en flexibilité. Gagner en flexibilité, c'est-à-dire aller plus facilement d'un état à l'autre et plutôt de revenir plus facilement vers le vagal ventral quand on va vers le sympathique et le vagal dorsal. Système nerveux autonome version polyvagale, je repositionne rapidement les trois états pour les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo et qui ne connaîtraient pas la théorie polyvagale. On a trois états dans la théorie polyvagale parce que le nerf vague a deux branches, d'où le terme polyvagal, plusieurs vagues. On a le vagal dorsal ou vagal ancien qui est l'état du danger mortel, d'une immobilisation, de l'hypoactivation, c'est le freeze. On a le sympathique qui s'active en cas de danger, qui est l'état de mobilisation, c'est l'hyperactivation dans la fenêtre de tolérance de Dan Siegel, c'est la lutte ou la fuite, fight or flight.
Et on a monsieur vagal ventral qui est l'état par défaut quand on est dans un système nerveux régulé, qui est l'état de sécurité, d'engagement social qui correspond à la fenêtre de tolérance. Et ce que j'aime beaucoup dans la théorie polyvagale, c'est que ça dit qu'en fait, on fait d'abord le vagal ventral, ensuite le sympathique, puis le vagal dorsal, ce qui veut dire que la réponse par défaut à une situation de stress quand on a un système nerveux régulé, donc on n'est pas suractivé, qu'on n'est pas sous-activé, qu'on se sent suffisamment en sécurité par rapport à la situation, c'est l'entraide, c'est l'engagement social, c'est le fait d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'autre et pas de lutter ou de fuir, pas de se battre ou de fuir, pas de se figer, non, c'est de s'entraider. On est câblé pour s'entraider, ce qui je trouve est très positif et très plein d'espoir. Si on reprend le burn-out autistique ou le burn-out classique avec une perspective polyvagale, d'après le docteur Leschemia qui a proposé cette nosographie en 5 étapes, alors si, parce qu'il y a le stress normal, mais le stress normal il ne rentre pas dans les processus de burn-out, et d'après Stephen Forges, qui est le papa de la théorie polyvagale, ça donne quoi? Alors moi je suis convaincu, pour avoir étudié la physiologie du burn-out depuis bientôt 20 ans, que c'est le même mécanisme physiologique, le burn-out classique et le burn-out autistique. On a le même protocole, le même processus qu'on verra un peu plus tard d'inflammation progressive et chronique du système nerveux et de l'organisme en général. Et on a les étapes qui correspondent aux étapes polyvagaux suivants. Un stress normal, un stress ponctuel et un surstress maîtrisé, c'est-à-dire qu'on est encore dans la fenêtre de tolérance, c'est la zone verte. Zone verte, c'est la fenêtre de tolérance dans le concept de fenêtre de tolérance de Dansinger, c'est l'état vagal ventral. Le burn-in, c'est le surstress dépassé, c'est la phase de résistance et de trop de stress, et c'est le moment où on risque de basculer vers l'épuisement. Ça, c'est la zone orange, c'est le sympathique, c'est l'hyperactivation. Et le burn-out, c'est la rupture, c'est l'effondrement. Ce qu'on appelle burn-out par le langage, c'est le moment où on tombe à terre, qu'on ne peut plus se relever, c'est l'effondrement, c'est la décompensation. Mais en fait, tout ça, c'est le processus de burn-out qui s'installe sur la durée. C'est la zone rouge, c'est l'hypoactivation dans le concept de fenêtre de tolérance, c'est le vagal dorsal. Et en fait, le burn-out, c'est du vagal dorsal en réponse à un trop de sympathique. Donc on est dans l'hyperactivation tout en haut, jusqu'à ce que l'organisme ne puisse plus rester hyperactivé, suradapté, parce qu'il n'a plus l'énergie pour et pouf, on s'effondre dans le vagal dorsal. On est à terre, on ne peut plus se relever, et ça, c'est le burn-out, c'est l'épuisement, c'est l'effondrement, c'est la décompensation. C'est le même mécanisme que le shutdown sur un temps long. Le shutdown, c'est la même chose, on a trop de sympathique, et du coup, soit on explose du trop de sympathique, c'est le meltdown, soit on se replie sur soi d'un coup, c'est le shutdown, et du coup on bascule du sympathique au vagal dorsal pendant un temps court. Burnout, c'est pareil sur un temps long. C'est comme le malaise vagal, si on étend la métaphore, mais sur un temps long. La TPV est un jeu avec le U entre parenthèses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a nos 3 états, mais on a aussi l'état de jeu JE et l'état de jeu JEU. C'est quoi ça? En fait, le jeu JE, c'est le repos. C'est le fait de choisir le vagal dorsal. Le vagal dorsal n'est pas que le figement. Quand il est choisi, c'est le repos. C'est l'état mix de vagal ventral et de vagal dorsal. Quand on choisit le vagal dorsal, c'est-à-dire qu'on est dans le vagal dorsal avec une dose de vagal ventral, on choisit de se reposer, et ça c'est conscient et c'est nécessaire. Et c'est en activant le mode repos régulièrement qu'on peut aller dans le mode action, le mode jeu JEU, où là on va cumuler le vagal ventral et le sympathique. On parle de sympathique choisi. On choisit de passer à l'action, et du coup on peut remplir ses obligations de sa journée de travail, de ses obligations parentales, de faire des choses tout simplement, d'aller faire du sport, d'aller faire des loisirs, etc. On a besoin des deux. Et le problème de nos sociétés, c'est l'injonction à être tout le temps dans l'action et à dramatiser, stigmatiser plutôt le repos. On a besoin de repos pour passer à l'action et vice-versa. Et bien sûr, l'objectif, c'est la petite flèche bleue du haut, c'est la flexibilité, c'est le fait de basculer avec fluidité et de façon adaptée entre les différents états. Le sympathique subit quand il y a un stress, pour gérer le stress. Le dorsal subit quand le stress est trop important et qu'on n'a pas d'autre choix que de se figer en attendant d'avoir une ouverture.
Et dans la version choisie, le jeu JE du mode repos et le jeu JE du mode action. Donc on y va avec flexibilité et de façon adaptée, c'est-à-dire qu'on a un état qui correspond à la réalité du niveau de stress. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde si on a des vécus traumatiques et ou du stress chronique. Et ça, c'est une autre histoire que je détaille dans d'autres vidéos. Tous les états sont ok, sont là pour nous préserver. Je les présente rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas encore la théorie polyvagale. On a un histoire vagal ventral, c'est l'engagement, c'est la réponse pouvoir défaut face à un stress quand on a un système nerveux régulé. Détente, curiosité, confiance. En cas de danger, on va activer le mode sympathique, c'est la lutte ou la fuite. Donc le combat ou la fuite, c'est un état de méfiance. Et le vagal dorsal, c'est l'état d'immobilisation face à un danger mortel dans le sens perçu comme trop important par rapport à notre organisme qui pense qu'il ne peut pas le gérer. Et du coup, il va se figer, c'est l'isolement, le désespoir, c'est l'inhibition. Pourquoi je parle de ces états? Parce que c'est notre état qui écrit l'histoire. En fonction de dans quel état on va percevoir autrement la réalité. C'est une façon de reconnaître ces états, c'est une façon de prendre conscience qu'on peut s'enfermer dans un état, notamment dans l'état de sympathique qui peut nous épuiser sur le long terme. Donc l'état vagal ventral, c'est l'engagement, on a confiance aux autres et en soi-même, le monde paraît simple, plein d'opportunités et de joie, on a des projets, de la créativité, de la chance, on attire les bonnes personnes. Ça c'est le vagal ventral, je vais bien, tout va bien, j'ai envie de dire. Le sympathique, c'est la méfiance, on n'a pas confiance en soi-même et on se méfie des autres. Le monde paraît compliqué, stressant, on doit se protéger. On doit se battre chaque jour pour s'en sortir et faire des efforts, ça c'est le sympathique. Sauf que quand on est tout le temps dans la suradaptation et qu'on fait tout le temps des efforts pour cacher sa neuroatypie et son autisme, en fait on est tout le temps dans le sympathique. Le masking, le camouflage, c'est un processus sympathique qui par conséquent coûte en énergie. Et le vagal dorsal, c'est l'inhibition, l'immobilisation. Je n'ai pas du tout confiance en soi et dans les autres. Le monde paraît dangereux, injuste et je dois m'isoler. Donc on entend ici la notion de repli sur soi. Je me sens épuisé, impuissant, seul et je n'ai envie de ne rien faire. Ça c'est le vagal dorsal et on reconnaît bien les caractéristiques sur un temps long du burn-out. Donc quand on s'enferme dans le sympathique en réponse aux injonctions de la société dont on parlera juste après, on a cette perception de sympathique et de méfiance qui nous amène sur la durée, parce qu'on ne peut pas le tenir sur la durée, vers le vagal dorsal d'inhibition et de repli sur soi. Le repli sur soi étant un mécanisme de réponse adaptatif à un trop de stress et un trop de sollicitation, encore plus quand on est autiste. On en parle justement maintenant, le coup du camouflage, le cop-out ou la suradaptation permanente. Le camouflage autistique, en fait, il y a 3 composantes dans le camouflage autistique. Il y a la compensation, c'est le fait d'imiter des comportements d'alistes, donc les alistes c'est les non-autistes. On a le masking c'est le fait de camoufler activement, de cacher activement ses traits autistiques. Et on a l'assimilation c'est le fait de pratiquer des activités alistes, donc de pratiquer des activités pour lesquelles on n'est pas câblé pour, j'ai envie de dire. C'est comme si on se forçait à regarder dans les yeux, comme si on se forçait à faire des interactions sociales comme genre du small talk alors qu'on est hors de ça et qu'on ne sait pas faire. Ça c'est l'assimilation, c'est se forcer à. Donc la compensation c'est imiter plus ou moins consciemment ce que font les autres alistes, donc les autres non autistes. Le masking c'est le camouflage actif de ces traits autistiques qui est très coûteux en énergie, et l'assimilation c'est le fait de se forcer à faire des choses pour lesquelles on n'a pas le mode d'emploi, j'ai envie de dire. On a des 3 composantes, et on a une composante qui est très coûteuse en énergie, c'est le masking. Le masking est lié très directement au burn-out. Ça c'est une analyse qui est très bien faite, qui vient de The Autistic Burnout Workbook, qui est un très bon livre que je recommande si vous lisez l'anglais. Le masking intervient dans la déconnexion au self, c'est-à-dire qu'on est tellement dans le camouflage de ses états et de ses ressentis qu'on ne ressent plus ce qui se passe, ce qui se joue à l'intérieur de nous. On a ce qu'on appelle un déficit d'interoception, on n'arrive plus à lire ce qui se joue à l'intérieur de nous, et du coup on va se couper de ses besoins, de ses émotions, et on ne saura plus dire quand ça va plus, ou en tout cas on ne saura plus dire à temps, ce qui n'aide pas à éviter le burn-out. On va accentuer les réponses de phoning et de people pleasing, alors ça on en parlera dans une autre vidéo où je vous parlerai des états subis et des états de survie de la TPV, des états mixtes. C'est une autre réponse d'adaptation, le phoning. On parle aussi de people pleasing, c'est le fait de faire plaisir aux autres pour être accepté.
c'est toujours dans l'idée d'être dans l'acceptation et l'assimilation parce qu'on a besoin du groupe pour survivre, et du coup on va faire plaisir dans une démarche de survie, d'adaptation, pour ne pas être rejeté. Parce qu'un bébé rejeté, un être humain rejeté, on ne peut pas vivre seul, c'est pas possible. La sollicitation accrue du cortex préfrontal, pourquoi ? Parce qu'on intellectualise tout. Là où les analystes vont comprendre les implicites d'une situation donnée, nous on va devoir analyser de façon consciente, donc par le cortex préfrontal, la situation pour se dire là il se passe ça, je dois faire ci, ça ou ça. Ce qui fait qu'on utilise beaucoup plus le cortex préfrontal et ça nous fatigue d'autant plus. Le paradoxe du masking, c'est quoi ? C'est que plus on masque bien, plus on a l'air d'aller bien et plus on ne va pas être entendu dans nos besoins d'adaptation des postes de travail quand on est reconnu comme autiste, qu'on a la RQTH, la reconnaissance de capacité de travailleurs handicapés, ou tout simplement par rapport à une situation de stress, on aura tellement bien l'air de gérer que les gens n'entendront pas que si on est dans un trop de stress et si on est proche du burn-out. Moi typiquement, dans mon premier poste, on m'avait mis à la gestion des conflits sur des congrès médicaux de plusieurs milliers de personnes parce que j'avais l'air zen sur un congrès avec plein de monde où il fallait parler plein de langues, et typiquement un truc que les autistes détesteraient, mais comme je ne savais pas quoi faire, je surmasquais, et du coup on m'avait mis là parce que j'avais l'air d'être une maître zen, alors que intérieurement j'étais complètement en panique. Et le non-respect de ces instincts d'autorégulation, quand on est dans le masking, on ne s'autorise pas par exemple à stimer par des petits mouvements répétitifs qui vont nous calmer, jouer avec des petits jouets qui vont nous permettre de gérer des situations de stress, se balancer, se palper, se faire des autocâlins pour pouvoir s'apporter une forme de réconfort. Ça c'est des choses que les autistes font naturellement. Et qu'on s'autorise pas à faire dans la vraie vie avec des vrais gens parce que les analystes ne font pas ça. Donc tout ça fait que le masking contribue plus au processus d'épuisement. Il y a le masking, il y a aussi le faux self. Alors le faux self et le masking, c'est différent et c'est lié en même temps. Le faux self, c'est un masque social construit pour les interactions sociales. Et c'est normal, il faut comprendre que quand on est dans une forme d'interaction, souvent on porte un masque. Pour citer le psychologue dans The Mask, nous portons tous un masque, mais c'est une métaphore, une image. Et en fait, l'idée, c'est que quand on est dans une interaction, notamment au travail, on a plus ou moins un masque social, professionnel, qui nous permet d'interagir dans des contextes où on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas parler à son patron comme on parlera à son pote, et du coup on aura un masque social. Le faux self est un outil social, il est normal, ou plutôt il est normalisé, parce que je trouve pas ça normal qu'on ait toujours à se suradapter, mais attention à l'invasion, quand il y a trop de faux self, trop de masque social, c'est là qu'on va aller jusqu'à ce que la regressée Cécile Bost appelait le cop-out. Le cop-out, c'est ce qu'elle définissait comme un épuisement de la suradaptation, où le coût énergétique de se suradapter, donc d'entretenir un faux self pour les neuroatypiques alistes, parce qu'on peut être neuroatypique aliste, c'est-à-dire qu'on a un autre trouble que l'autisme, par exemple le TDAH ou les troubles 10. Donc là, c'est du faux self. Pour les autistes, c'est du masking. Et en fait, le coût énergétique du faux self, le coût énergétique du masking vont entraîner ce que Cécile Bost appelait le cop-out. Donc elle a parlé du burn-out autistique avant l'heure, parce que ça doit dater que je dise pas de bêtises, entre 10 et 15 ans, le concept de cop-out de Cécile Bost, qui nous a quittés depuis. Et du coup, c'est prendre conscience qu'on peut s'épuiser à se suradapter, et cette notion de s'épuiser à se suradapter, c'est la clé, la caractéristique principale du burn-out autistique. Donc quand je parlais de cop-out il y a quelques années déjà, quand Cécile Bost parlait de cop-out et que moi je vous en parlais de cop-out il y a quelques années déjà, on était déjà sur les mêmes mécanismes de ce qu'on a appelé ensuite le burn-out autistique. Typiquement, c'est Elsa. Cache tes pouvoirs, le masque de la différence. Dans La Reine des Neiges, on dit à Elsa, cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Nous, c'est cache ta différence, n'en parle pas, ne montre pas que tu fonctionnes pas comme les autres, parce que on le sait, les personnes alistes et les personnes en général ont peur de ce qui est différent, et il y a beaucoup d'autistes qui ont vécu du harcèlement, du rejet à l'école, dès l'école, et puis aussi dans le travail, parce qu'on est trop franc, parce qu'on est trop... j'allais dire intègre, ce serait une critique pour les personnes qui ne sont pas autistes, c'est pas ça que je voulais dire.
trop dans la congruence extrême, à savoir qu'on est vraiment sans sous-entendu, sans filtre, on sait pas mentir, on veut pas mentir, on veut pas jouer les jeux de pouvoir, et du coup ça fait peur aux personnes qui sont là avec des façons de se suradapter qui vont nécessiter de faire des choses que nous on sait pas faire et on ne veut pas faire. Donc cache tes pouvoirs, n'en parle pas. En anglais c'est encore pire, conceal, donc cache, don't feel, ne ressent pas, don't let them know, ne les laisse pas savoir, donc le don't feel il est fort quand même, ne ressent pas, ce qui est vraiment un trait autistique, parce que c'est ce que je disais avec l'alexithymie, c'est qu'on a des émotions mais on sait pas quoi en faire, et du coup on sait pas les verbaliser, on finit par s'en couper et ne plus les ressentir. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, au début, pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Au début c'est ça, au commencement c'est ça, et puis t'as quand même le bonus file dans ta chambre, où elle est enfermée dans sa chambre pour ne plus faire de mal à sa petite sœur Anna. Donc en fait on a une personne qui est enfermée et séquestrée dans sa différence, avec un faux self de type robot, donc de contrôle de soi permanent, un parent normatif en analyse transactionnelle. Je vous fais pas un cours sur l'analyse transactionnelle ici, je vous renvoie à ma vidéo sur la Reine des Neiges, mais on est tout le temps dans le contrôle et le fait de répondre aux attentes des parents, au prix de se couper de son enfant intérieur, ce qui participe à l'épuisement, parce que l'enfant intérieur c'est l'expression du jeu JEU dont on a besoin, mais aussi du jeu JE des besoins, et on est enfermé dans le mode dorsal, donc le mode vagal dorsal dont je vous parlais avant, de repli sur soi, parce que enfermé dans sa chambre, parce que je contrôle tout ce que je ressens et je ne l'exprime pas, parce que je ne laisse pas sortir mon pouvoir, ma différence, mes talents, mes intérêts spécifiques. Forcément ça marche pas, donc du contrôle permanent au ice out. Le ice out c'est le cop out glacé que nous a fait Elsa, c'est typiquement un meltdown, c'est une sortie vers l'extérieur du trop d'énergie qu'elle a accumulé à vouloir tout camoufler. Elle a été en shutdown permanent tout le temps où elle était enfermée, parce qu'on l'a obligée à être en repli sur elle et en tout le temps dans l'intériorité. Et finalement, ça finit par péter, à faire un meltdown, et c'est ce que j'appelle, l'ice out. Donc c'est un cop out glacé, c'est pas un burn-out autistique, mais c'est un meltdown autistique. Elsa et son ice out / cop out. Porter un masque, c'est usant. Être dans le contrôle permanent, c'est éreintant. Viser la superfection permanente, c'est illusoire et c'est épuisant. Et parlons-en de la superfection permanente. Le poids des injonctions, le mythe de la superperformance. C'est quoi? C'est le culte de la superperformance et ses messages contraignants. C'est quoi les messages contraignants? Il y en a 5. Sois forte, sois parfaite, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. On les a tous, on nous les biberonne dans l'enfance, par nos figures parentales, nos figures éducatives, les figures éducatives scolaires et ensuite sur le monde du travail, et ça participe à nous surinvestir et à nous épuiser, d'autant plus quand on doit en plus se suradapter et cacher sa différence. Il faut comprendre que les autistes, on a ces messages contraignants comme l'ont toutes les personnes qui font des burn-out à liste, non autistes, mais en plus nous on a le coup de la suradaptation et du masking, du camouflage. Donc on a le double effet qui se coule qui fait qu'on va s'épuiser 2 fois plus vite et 2 fois plus fort. On se trouve de combat. Il ne devrait pas y avoir de combat. L'idée c'est pas de modéliser le super-héros qu'on voit avec la cape, c'est pour ça que j'ai dit de tomber la cape, c'est juste de prendre soin de soi et de reconnecter à l'enfant en soi, à la petite fille. C'est pas l'ombre qu'il faut regarder, on n'est pas dans la caverne de Platon, c'est la petite fille qu'il faut regarder. Et la petite fille, on l'a oubliée, quand on s'épuise, on l'a oubliée. Donc l'idée c'est de prendre soin de soi et de son enfant intérieur. Et comment on fait ça, on le verra après, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a quelque chose que j'appelle moi la génération Stormtroopers, quand je fais de la sensibilisation sur le burn-out et que je veux prendre une image que tout le monde a, à savoir Star Wars. La génération Stormtroopers, c'est quoi? C'est ce que je vous le disais juste avant, c'est les messages obscurs et contraignants dont je vous parlais. Sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Où on est tous en bons petits soldats qui se surinvestissent dans le travail au détriment de leurs besoins personnels et de leur enfant intérieur. Et ça donne quoi? Ça donne une population masquée. Quand je vous disais qu'on avait tous les masques, on a tous un faux self, en tout cas à l'école et au travail, à minima,
Et ça donne le masque de la surperformance, où on a ce qu'on voit sur beaucoup de visuels et de t-shirts Star Wars, à savoir que toutes les émotions ont la même tête parce qu'on se coupe de nos émotions et de nos besoins. Tout ça pour des cookies. Le problème c'est que, attention, Burnout is coming, on a Dark Vador qui est Mr. Burnout, parce que faut pas oublier qu'il a fini cramé avant de finir dans sa boîte de conserve, et surtout il est très représentatif des 3 signes du burn-out qu'on a vu juste avant, et ça marche aussi pour les signaux du burn-out autistique. Donc attention à ne pas finir comme Mr. Dark Vador, parce que personne n'a envie d'être Dark Vador, surtout quand on voit les effets du burn-out. Les effets spéciaux du burn-out, c'est quoi les conséquences du burn-out autistique? Une image qui vient du burn-out non autistique, mais je vous le disais, c'est les mêmes étapes physiologiquement. On a la phase d'alarme avec une petite allumette isolée qui va prendre feu, c'est un stress ponctuel qu'on arrive à gérer, c'est dans notre fenêtre de tolérance et là ça va. La phase de résistance où, attention, on se suradapte, on masque, on camoufle, on a des messages contraignants, on a souvent des surcharges de travail, on a ce qui était dit aussi dans les définitions de départ que j'ai pas encore repris, mais on y reviendra. On a des attentes qui sont trop élevées par rapport à nos ressources. Ça, c'est un décalage qu'on a dans tous les burn-out, qui soient autistiques, pas autistiques, à liste professionnelle, parentale, des aidants, etc. On a des attentes qui sont trop élevées par rapport aux ressources, et donc là, on se met dans un état proche du risque d'inflammation. Et il suffit que là, il y ait une petite étincelle pour que tout flamme, et ça, c'est l'épuisement. Et l'épuisement, c'est ce cramage qu'on voit à la fin, avec toutes les allumettes qui ont pris feu. Et l'image de l'allumette est particulièrement parlante parce qu'en fait, le burn-out, c'est une inflammation généralisée. Le burn-out, c'est une inflammation chronique de bas grade qui est la conséquence d'un trop de stress chronique qui s'installe sur la durée. On va voir juste après les étapes du burn-out en tant que trouble de l'adaptation d'un point de vue physiologique. Alors je ne vous fais pas le coup de vous faire les neurotransmetteurs et les courbes de leur évolution, je vais vous le faire avec des piles. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que le burn-out, c'est la conséquence d'un trop de stress chronique qui s'installe sur la durée, que le trop de stress chronique qui s'installe sur la durée va générer du cortisol, et que si le cortisol est très bien à petite dose, on en a besoin pour démarrer la journée et pour s'adapter à des situations stressantes qu'on peut gérer au sein de notre fenêtre de tolérance. Trop de cortisol, ça fait une inflammation, ça crame l'organisme, ça détruit le système immunitaire, ça perturbe le système digestif, ce qui fait qu'on va avoir des douleurs, des troubles digestifs, des troubles du sommeil, des maladies inflammatoires et auto-immunes. Et on a vu que les maladies inflammatoires et auto-immunes, comme la fibromyalgie, comme la thyroïdite de Hashimoto, comme des syndromes de maladies de Crohn, des maladies inflammatoires chroniques et d'autres, et j'en passe, on a aussi les syndromes de l'air dans l'os qui sont surreprésentés chez les personnes autistes, et je pense que ce n'est pas un hasard, c'est très lié au fait de masquer en permanence, de se suradapter en permanence, en plus de cumuler le trop de stress chronique qu'ont toutes les personnes dans un monde capitaliste et patriarcal qui participent à l'épidémie de burn-out. Donc on se crame et on se rend malade à cause des effets spéciaux de l'épuisement. Et ça se passe comment? Ça se passe comment? Ça s'appelle le syndrome général d'adaptation, d'après le docteur Hans Selye, qui est le papa du stress, qui a inventé le mot stress et qui l'a surtout décrit. On a 3 phrases, vous les avez vues avec les petits bonhommes de la TPV, mais je vais vous montrer la physiologie ici. On a la phase d'alarme, où en fait on a un stress aigu ponctuel, où on va avoir une petite montée de stress, le temps de gérer la situation perçue comme stressante, dans la fenêtre de tolérance ou avec un petit pic de sympathique, le temps de gérer la situation, et pouf, on vient en vagal ventral, on vient dans la fenêtre de tolérance, donc on sort un petit peu, on s'hyperactive un petit peu, mais on revient dans la fenêtre de tolérance, et on arrive à gérer la situation, et on revient à la normale. Ça c'est la phase d'alarme, c'est normal. Le problème, c'est quand on rentre dans la phase de résistance. La phase de résistance, c'est en cas de stress répété et ou chronique, donc plein de petits stress ou un gros stress qui s'installe sur la durée. Et là, on commence à cumuler le stress à l'intérieur de la pile, on cumule le cortisol et la pile, elle est en train de s'oxyder de l'intérieur. Elle se vide pas, c'est pas de la fatigue, elle s'oxyde de l'intérieur, elle se remplit de stress, et c'est là qu'on a ces processus inflammatoires, et c'est là qu'on va aller jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement. Et l'épuisement, c'est quoi? C'est la pile qui est complètement oxydée, complètement cramée, complètement remplie de stress. Ça s'appelle le burn-in. Et en fait, elle est tellement oxydée, tellement inflammée qu'elle va finir par cramer. C'est les allumettes à la fin, c'est le burn-out, c'est la pile qui se vide d'un coup. Vraiment d'un coup, comme ça.
Et en fait, ça, c'est la décompensation, ce qu'on appelle par abus de langage le burn-out. C'est tout le process qui fait partie du burn-out, notamment toute la phase de résistance et d'épuisement. La phase d'alarme, c'est du stress normal. La phase de résistance et d'épuisement, c'est du stress chronique qui devient toxique sur la durée, qui participe au processus d'épuisement, qui fait le mécanisme du burn-out. Et plus le stress s'installe sur la durée, et quand on parle de burn-out autistique, on parle d'années de suradaptation, parfois totalement inconsciente parce qu'on ne sait pas qu'on se suradapte, parce qu'on ne sait pas encore qu'on est autiste ou autre neuroatypie. Et là, plus on attend, plus ça va durer longtemps la phase d'épuisement, plus on va mettre du temps à récupérer. On parle de mois, on parle de 9 à 18 mois en moyenne sur un burn-out professionnel. Ça peut être beaucoup plus long sur un burn-out autistique, on peut parler d'années. Et il faut savoir que quand on a ce processus de stress chronique qui s'installe sur la durée, il va y avoir tout un mécanisme au niveau des neurotransmetteurs que je ne vais pas vous détailler ici, mais il faut prendre conscience que la synthèse de cortisol détourne les voies de synthèse de dopamine et de sérotonine. Et en fait, plus on va s'installer ce burn-out sur la durée, plus on va avoir ce qu'on appelle un syndrome dépressif par détournement des voies de synthèse de sérotonine et de dopamine qui participent à mimer la dépression, ce qui fait qu'il y a 98% des burn-out autistiques qui sont couplés à une dépression, pas parce qu'on est dépressif et déprimé pathologiquement dans le sens DSM de la dépression, mais parce qu'on s'est tellement suradapté qu'on n'a plus de sérotonine et de dopamine et que du coup, pouf, on est déprimé de facto parce qu'on n'a plus les neurotransmetteurs du bonheur et de la motivation et du coup ça mime la dépression. On parle souvent du burn-out comme d'un trouble de l'adaptation, comme s'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. C'est pas vrai. Ça fonctionne très bien. En fait, le burn-out, c'est la réaction normale à un trop de surstress chronique couplé chez le burn-out autistique à une suradaptation permanente. Donc plus on force, plus on s'adapte, plus on est dans le stress, plus on va forcément aller à la décompensation, aller jusqu'à l'épuisement, aller jusqu'au game over. Le côté obscur de ça, c'est quoi? Outre ce que je vous citais, à savoir les maladies inflammatoires auto-immunes, les douleurs, les troubles digestifs, les troubles du sommeil, on a aussi le recours à des produits calmants ou excitants, qui sont des signes d'alerte, c'est pour ça que je les cite ici. Si on voit qu'on a besoin de prendre plus de café pour tenir, si on a besoin de boire un verre le soir parce que la journée était trop éreintante, tout ça, alors que c'était pas le cas avant, tout ça sont des signaux qu'on va vers l'épuisement. Donc je les mets ici parce que ça peut vous alerter. Le repli sur soi, d'autant plus quand on est autiste et quand on se suradapte pour aller vers les autres, le repli sur soi est une réponse adaptative à un trop de suradaptation pour aller vers les autres. Des difficultés à coopérer, parce qu'on n'arrive plus à aller dans le vagal ventral, on est enfermé dans le sympathique, voire on va se faire un shutdown en vagal dorsal. Des diminutions des activités sociales parce qu'on n'a plus l'énergie de socialiser, plus l'énergie de camoufler, plus l'énergie d'aller vers les autres. Une forme d'agressivité parce qu'on est sur les nerfs, là c'est le risque de meltdown, dans le sympathique. Et bien sûr les conséquences sur la durée, anxiété, dépression, burn-out, mais surtout ici burn-out autistique. L'anxiété est une conséquence du trop de sympathique, donc on peut avoir des troubles anxieux quand on est dans le sympathique permanent. La dépression est une conséquence du trop de vagal dorsal, donc on peut avoir une dépression quand on décompense son vagal dorsal ou qu'on s'enferme dans un état de vagal dorsal, qui seront plus des conséquences de dysrégulation du système nerveux qu'un vrai trouble anxieux généralisé et ou qu'une vraie dépression, qui sera pas médicamentée pareil, qui sera plutôt complémentée. Et ça, c'est ce qu'on voit avec les médecins de médecine fonctionnelle systémique et ou les naturopathes. Quand le masque tombe, qu'est-ce qui se passe? Donc on a tous les signaux que je vous ai mis jusqu'avant, mais surtout on se rend compte qu'on est juste humain, qu'on est vulnérable et qu'on est sensible, donc on va sortir du mythe de Hulk, et on va se rendre compte qu'on a besoin de repos et de retrait, et qu'on a besoin de sécurité, de jeux JE et de jeux JU, à savoir qu'on a besoin de reconnecter avec le petit enfant, à qui on a dit qu'il fallait être Hulk au travail avant de lui dire que Hulk n'existait pas, que Superwoman n'existait pas, que Wonder Woman n'existait pas, qui sont des inventions de notre imaginaire collectif patriarcal et capitaliste, et qu'on peut pas modéliser ça, en tout cas pas sur le long terme, sinon on s'épuise. C'est d'ailleurs le sujet de mon dernier livre, Patriarcat, mode d'emploi, j'en reparlerai. La récupération, c'est ce que vous voulez savoir, et bien sûr comment éviter la rechute, ça va ensemble. Alors il y a un protocole de sortie du burn-out qui est donné dans The Ultimate Guide of Autistic Burnout de Dr Nathalie Engelbrecht et Dr Debra Bercovici,
Et je vais vous le partager ici. C'est bien, ça correspond à ce que je fais avec mes accompagnements depuis 10 ans, donc on est plus de raccord, ça fait plaisir. Il y a 5 étapes. D'abord, identifier les causes de l'épuisement et notamment les déclencheurs qui vont faire qu'on va s'épuiser. Puis, se retirer temporairement, donc se faire arrêter, en l'occurrence quand c'est du burn-out professionnel et ou quand c'est un burn-out autistique et qu'on est en poste. C'est plus compliqué, j'en parlais pour le burn-out parental, pour le burn-out des aidants, où là on peut pas s'arrêter, donc on va devoir faire des adaptations, et c'est un numéro d'équilibriste permanent, mais ça peut se faire. Restructurer son environnement pour ne plus avoir ces déclencheurs, ce qu'on appelle les triggers, et pour plus avoir un milieu qui nous épuise. Se réénergiser, donc identifier et cultiver ce qui cultive notre énergie. Et revenir progressivement, c'est-à-dire reprendre progressivement le travail si et seulement si on a assez récupéré, et prendre pour principe de faire la moitié de ce qu'on faisait avant quand on reprend, parce qu'on peut pas faire plus, et parce que si on reprend comme avant avec la même intensité qu'avant, forcément on va se réépuiser. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, ça marche comme ça. Alors concrètement et en pratique, on va surtout commencer par l'étape 2 en général, c'est savoir qu'on va décompenser parce qu'on sera dans le déni du risque de burn-out, et du coup on va aller jusqu'à la décompensation. Donc il y aura un jour où on ne pourra pas se lever, on ne pourra pas aller bosser, ou alors on va aller bosser et on ne pourra pas, si on va péter un câble, on va s'effondrer sur son lieu de travail, on sera évacué et on va être arrêté. Et ensuite, le travail sur l'identification des causes, c'est la première étape de tous mes coachings, à savoir prendre conscience de ce qui nous a amené au burn-out pour ne pas réitérer, et ensuite travailler sur l'énergie, ensuite travailler sur la reprise. Mais concrètement, moi, sur ce protocole-là, j'aurais tendance à inverser. D'abord, il y a l'arrêt, ensuite on travaille sur les causes. Travailler sur les causes quand on est en plein dedans, on n'a pas forcément les levées d'action, et on n'a pas forcément les techniques pour poser ses limites, savoir dire non. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Et en fait, la plupart du temps, moi j'accompagne les gens quand ils ont décompensé, qu'ils ont fait leur burn-out. Et là, on travaille sur les causes, et après on travaille sur l'énergie, et après on travaille sur le projet de reprise qui soit épanouissant et surtout écologique. Alors la question, comment on fait pour savoir préserver son énergie et ne pas s'épuiser? Il y a quelque chose qui est très parlant et très pratique, ça s'appelle la théorie des cuillères. La théorie des cuillères, elle a été inventée par Christine Miserandino, qui est une personne qui a une maladie chronique qui s'appelle le lupus, comme dans Dr House, et du coup elle a inventé cette théorie des cuillères pour expliquer à une de ses amies à quoi ressemblait la gestion de ses journées en termes d'énergie. La théorie des cuillères, c'est quoi? C'est prendre conscience qu'on a dans la début de la journée tout un lot de cuillères. Un lot de cuillères qui correspond à nos unités d'énergie. Une cuillère égale une unité d'énergie. Et il faut prendre conscience qu'on n'a pas tous le même nombre de cuillères, et que chaque action de sa journée va coûter un nombre de cuillères. Par exemple, on se lève le matin, on a une dizaine de cuillères comme ici, et on va avoir le fait de se préparer, de se laver, prendre son petit déjeuner qui va coûter une cuillère. Le fait d'aller à son travail qui va coûter une cuillère si comme moi on a 10 minutes à pied, ou 2 ou 3 cuillères si on prend les transports, et qu'on va, ou alors qu'on prend sa voiture encore pire, et qu'on en a pour 1 heure. Ensuite, on va faire sa journée de travail qui va coûter 3 ou 4 cuillères facilement selon le programme de la journée. Et là, on va rentrer chez soi, on aura les enfants à gérer, et il nous reste qu'une cuillère, il nous reste la soirée, le repas à préparer, et là on se rend compte que ça ne va pas. Donc la théorie des cuillères, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on a un certain nombre de cuillères le matin qui est pas toujours le même, et que chaque action coûte en cuillères, et que du coup, il faut avoir conscience qu'on doit gérer son lot de cuillères sur la durée, sur la journée, pour pouvoir finir la journée sans être en déficit. Parce que si on est en déficit, on commence le lendemain avec un déficit de cuillères. Donc prendre conscience que les normaux pensants, ceux qui n'ont pas de troubles autistiques, de maladies chroniques, de maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, ils ont un gros lot de cuillères le matin, donc ils sont en lot conséquent et vont pouvoir gérer la journée beaucoup plus facilement que nous. Tandis que nous, neuroatypiques, personnes autistes, personnes malades chroniques, nous avons moins de cuillères, et en plus elles sont plus petites. Alors elles sont mignonnes, hein, je les ai piquées à mon fils, ça vient de sa dinette, mais il y en a moins, surtout, et elles sont beaucoup plus petites. Et pire que ça, c'est que chaque action va nous coûter plus en cuillères, donc juste se préparer et gérer son enfant et l'amener à l'école, ça te fait déjà 2 cuillères. Sur mes 3 cuillères, j'en ai plus qu'une. Je fais comment? Et quand on est au burn-out, en burn-out c'est Matrix, la cuillère n'existe pas, on n'a pas de cuillère le matin. C'est pour ça qu'on n'arrive à rien faire, au moins au début de l'arrêt pour le burn-out, et c'est normal, et ça fait partie du processus de récupération du burn-out que d'identifier comment commencer
à récupérer doucement d'abord une cuillère, puis 2 cuillères, puis 3 cuillères, etc. et à ne pas les gaspiller quand on se dit « Ah tiens, ça y est, j'ai une cuillère, youpi !» et on repart pas en mode « Super, j'ai de l'énergie, je vais pouvoir retourner bosser, me relancer sur mes projets », parce que ça marche pas comme ça. Il faut vraiment avoir le temps d'avoir assez de cuillères pour pouvoir envisager la reprise, et donc on repasse à des cuillères plus grandes, qu'on repasse à plus de cuillères pour pouvoir se dire « Ça y est, je vais pouvoir retourner travailler ». Et ça prend beaucoup de temps. Donc la théorie des cuillères, elle est vraiment très puissante, vraiment très parlante, et j'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec mes cuillères parce que je sais que c'est insupportable. Et du coup, c'est avoir conscience de son lot de cuillère, combien j'en ai le matin, et combien me coûte chaque action, et puis à terme, qu'est-ce qui me redonne des cuillères pour pouvoir refaire le stock, et ça, on verra juste après. Donc c'est plus compliqué pour les personnes aussi, ce que je disais, parce qu'elles ont moins de cuillères, elles sont plus petites, et pour le coup, on utilise des cuillères pour le camouflage. Et du coup, on part encore avec un déficit de cuillères. Donc c'est plus compliqué pour les personnes autistes, et en tant qu'autiste, il faut vraiment avoir cette image des cuillères ou autres représentation des unités énergétiques, des petites graines par exemple, des petits Smarties qu'on fait passer d'une poche à une autre, pour dire voilà, il me reste ça comme une unité d'énergie, attention, là je vais avoir du mal à finir ma journée. On peut choisir une autre unité d'énergie. Moi, une autre image que j'aime bien, c'est l'image de la pile, que j'utilise beaucoup dans mes supports. Tu l'as vu, je l'ai utilisé pour illustrer la physiologie du burn-out. L'idée, c'est à quel point ma pile est remplie. Donc, avoir conscience de son niveau d'énergie le matin. Quand on est autiste, il n'est pas forcément très élevé, surtout si on est épuisé, surtout si on est en plein burn-out autistique. Et identifier ce qui impacte son énergie, ce qui l'a fait baisser, mais aussi et surtout ce qui l'a fait remonter. Comment on fait ça ? On va d'abord se connecter à ses besoins, donc prendre conscience de ce qui nous ramène de l'énergie, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Et c'est pas si simple que ça, parce que souvent on oublie la base, on oublie les besoins physiologiques, encore plus quand on est autiste, qu'on souffre d'alexithymie, qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur les ressentis, les émotions, qu'on a aussi un déficit d'interoception, donc on n'a pas forcément conscience de sa faim, de sa soif, de son envie de faire pipi, ou toutes ces choses du quotidien qui sont essentielles, ce qui fait qu'on va pas respecter ses besoins physiologiques, et en plus ce qu'on va faire, et ça c'est le cas de tous les burn-out, c'est qu'on va tout faire pour arriver à s'être assimilé dans le groupe social, et du coup on va tout faire pour le besoin d'appartenance au détriment de ses besoins physiologiques. C'est comme si le besoin d'appartenance clignotait, je l'ai pas fait, j'aurais pu le faire en animation, au détriment des besoins physiologiques qui finissent par s'éteindre tellement on s'en coupe. Et ça c'est pas ok, et ça participe à épuiser. Donc se choisir et remettre du jeu, donc soit ses besoins JE et ce qui nous fait plaisir JU, et dans ce qui nous fait plaisir il y a les intérêts intenses, les intérêts spécifiques, plutôt que s'oublier pour les autres, c'est la clé pour ne pas s'épuiser. Donc on n'oublie pas ses cuillères, on identifie bien qu'est-ce qui nous coûte en cuillère, qu'est-ce qui nous fait gagner des cuillères, et on cultive ça précieusement. Et comment on fait ça ? C'est une histoire d'équilibre, entre les activités que j'appelle vampirisantes, qu'on appelle dans l'autisme des triggers, des déclencheurs, qui sont des choses qui nous coûtent en énergie, qui vont nous activer, qui vont nous amener à un risque de crise autistique, les shutdowns ou les meltdowns. Et ça, c'est des activités vampirisantes. Il faut être très au clair sur ces triggers, ces déclencheurs, les identifier. Quand on parle d'identifier les causes dans le processus de sortie du burn-out autistique, c'est ça, c'est identifier ces triggers, identifier ces déclencheurs, identifier ces activités ressourçantes et les cultiver, et identifier les activités neutres pour les jours où on n'a pas beaucoup de cuillères. C'est très important d'être au clair sur ces activités neutres, parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'avancer quand même à minima les jours où on n'a pas trop d'énergie. Et l'idée, évidemment, tu t'en doutes, c'est de cultiver ces activités ressourçantes, d'identifier ces intérêts intenses qui rentrent dans le ressourçant. Et oui, quand on est en burn-out autistique, on va pas forcément se remettre tout de suite au travail, on va pas forcément être tout de suite en état de lire ou de regarder des films ou des séries, parce qu'on n'est pas les capacités d'intention, mais en revanche, cultiver son intérêt spécifique peut être la première étincelle qui nous redonne la première cuillère quand on est autiste. On a cet avantage-là, avec les intérêts spécifiques, les intérêts intenses, de pouvoir retrouver de l'énergie. Et donc l'objectif, tu t'en doutes, c'est d'avoir un maximum d'activités ressourçantes et de diminuer
au maximum les activités vampirisantes et les activités neutres. Et pour ça, il faut remplir cette petite fiche-là, la potion de maître du jeu, je l'appelle dans mes formations et dans mes coachings, avec les activités vampirisantes, les activités neutres, les activités ressourçantes. Et ça, tu pourras le télécharger gratuitement et sans même me donner ton email, parce que j'ai pas que ça à faire de demander l'email juste pour une fiche, et puis ça me fait plaisir de te l'offrir dans l'article qui va avec cette vidéo, dont tu trouveras le lien en description. Et donc je t'invite à compléter cette fiche qui est vraiment l'outil le plus central de tous mes accompagnements et de toutes mes formations. Quand on a fait du post-burnout, quand on a fait un épuisement, c'est prendre conscience de ce qui est vampirisant, donc ces déclencheurs, ces triggers, prendre conscience de ces activités ressourçantes qui vont redonner des cuillères, qui vont re-remplir la pile, qui vont permettre de se réénergiser, étape 4 du protocole de sortie de burn-out autistique. Et prendre conscience des activités neutres, parce qu'on n'a pas beaucoup de cuillères, donc il faut qu'on soit au clair sur ces activités neutres aussi, surtout en tant que personne autiste. C'est aussi une histoire d'équilibre entre les personnes vampirisantes, les personnes neutres et les personnes ressourçantes. Si tu fais la liste avec les gens, on la laisse pas traîner, mais tu peux prendre la même fiche et faire la liste avec les gens. Et typiquement, les personnalistes, les personnes non autistes, les moldus, j'ai envie de dire, affectueusement, c'est pas du tout jugeant, ça coûte en énergie en tant que personne autiste. Donc c'est important d'identifier des personnes ressourçantes, idéalement autistes, pour pouvoir tomber le masque, on en reparlera, et pour pouvoir avoir des relations, on n'a pas forcément besoin d'énergie. Une autre histoire d'équilibre, c'est celle entre les attentes et les ressources. C'était dit dans la définition, je ne l'ai pas détaillé à ce moment-là, je vais le faire ici, tu vas voir pourquoi, parce que c'est une conséquence pratique évidente. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les attentes et les ressources. Si l'attente c'est d'affronter un dragon, il faut que le cavalier soit à la taille du dragon, sinon c'est pas gérable, le combat est pas équitable et ça va pas marcher. Le problème c'est que si on a un énorme dragon ou plein de petits dragons, donc soit du stress chronique intense ponctuel ou soit du stress répété, plein de petits stress répétés, bah là le cavalier il fait plus le poids. Et du coup, face au gros dragon, face à l'invasion de petits dragons, qu'est-ce qui se passe? Le cheval, il va cramer, donc le cavalier, il va cramer, et tout le monde va finir à terre, et ça, c'est le burn-out. Le cheval, c'est la monture, c'est le corps, et le cavalier, c'est le cerveau, mais quand le corps est à terre, le cerveau, bah, il n'est plus là. Donc le burn-out, c'est le cheval et le cavalier qui sont à terre, et parce qu'on a eu trop de dragons, ou des dragons trop élevés. Et donc, c'est quoi la conséquence de ça? Bah, c'est un sacré challenge, apprendre à poser tes limites du doigt. Et ça, c'est le gros travail dans les coachings, c'est identifier ses limites déjà et apprendre à les poser. Identifier ses besoins aussi et apprendre à les poser. Et travailler sur l'estime de soi et apprendre à l'exprimer, la matérialiser pour ne pas s'oublier, pour ne pas s'épuiser. Ça, c'est les trois gros chantiers des coachings et de la formation Power. Et comment on fait pour poser ses limites? Alors apprendre à poser tes limites, tu dois. On a nos attentes, on a nos ressources. Donc là, j'ai mon petit bonhomme qui est descendu de son cheval et qui va apprendre à poser ses limites. Et on va faire comment? Un bouclier, donc savoir dire non, ça peut servir. Apprendre à dire non, c'est la première étape. Apprendre à cadrer le dragon, c'est encore mieux. C'est-à-dire apprendre à définir des attentes qui soient réalistes par rapport à nos ressources. Définir des objectifs réalistes au travail. Définir des projets réalistes par rapport à ce qu'on peut envisager d'investiguer, d'entreprendre en tant que sur ses intérêts intenses, par exemple, sur ses projets de vie, sur ses objectifs, faire des objectifs qui soient smart et écologiques et fun, qui soient réalistes. Mais aussi apprendre à se mettre une cage à soi-même. Pourquoi se mettre une cage à soi-même? Pour pas aller dans le surinvestissement, pour pas aller dans le trop de masking, pour pas aller dans le trop de suradaptation, parce que on s'épuise à se surinvestir. Pour ne pas se surinvestir, il faut aussi se mettre cette cage à soi-même. Comment on fait pour se mettre une cage à soi-même? Souviens-toi les messages contraignants. L'idée, c'est de jouer sur les curseurs. Le problème du surinvestissement, c'est que le soit parfait, le soit fort, le dépêche-toi, le fait plaisir et le fait des efforts, que j'ai renommé pour que ce soit rigolo en superfection, super costaud, super speed, super Noël et super performance, ils sont tout le temps au taquet. Mais ça peut pas être tout le temps au taquet en permanence, c'est pas tenable sur la durée. Du coup, il faut apprendre à baisser les curseurs. Et les personnes qui connaissent cette diapo, parce que je l'ai utilisée dans plusieurs supports, noteront que je les ai mis beaucoup plus bas, les curseurs, que pour une personnaliste. Sur une personne autiste, on a déjà le coût de la suradaptation, en plus du coût des messages contraignants. Donc quand on baisse les curseurs sur les messages contraignants, c'est radical.
on le met à 10-20%. Et ça suffit largement par rapport à quelqu'un qui a déjà une dose de superfection, donc de perfectionnisme. C'est pas la peine de faire du parfait à 120%. Vraiment, l'idée, c'est de donner la juste dose de perfection minimale qui va pas participer à nous coûter énergétiquement et donc à risquer de nous épuiser. On n'oublie pas non plus les règles Mogwai de la stress défense, qui est la première ressource que j'ai partagée, ça fait maintenant 10 ans, mais qui sont toujours d'actualité, et encore plus pour les personnes d'autisme. Les règles Mogwai de la stress défense pour ne pas se transformer en gremlins, et surtout pour ne pas faire de burn-out. Sachant que le gremlin, c'est une forme de meltdown, disons-le, il n'y a pas de shutdown dans les gremlins. Non, je vois pas de shutdown dans les gremlins, mais typiquement le gremlin c'est une forme de meltdown. Alors c'est quoi les 3 règles de la stress défense, gremlins, Mogwai? En douceur tu démarreras, on ne force pas le matin parce qu'on a conscience qu'on n'a pas beaucoup de cuillères. Des pauses tu prendras, c'est important d'avoir des moments de repos dans la journée. Rappelle-toi l'équilibre polyvagal entre le repos et l'action, c'est vraiment essentiel. Et after work tu déconnecteras. On coupe après le travail parce qu'on n'a plus assez de cuillères pour sa soirée. On fait en sorte que la soirée ne soit faite autant que faire se peut que d'activités ressourçantes pour refaire son stock de cuillères pour pouvoir recommencer la journée du lendemain sans être en déficit. Place au jeu. Comment mettre plus de jeux dans ma vie? Comment mettre plus de jeux JE et de jeux JE? Tu es ton maître du jeu avec jeux JE, c'est toi. Tu es ta priorité. N'oublie pas, le masque à oxygène dans l'avion, c'est d'abord sur soi avant de le mettre sur ses enfants. Je sais que la métaphore, tu l'as entendue 15 000 fois, mais elle est importante, encore plus quand tu es autiste. Et jeux JE, objectif, plaisir. Cultiver ce qui nous fait plaisir, ce qui nous ressource, et cultiver notamment ses intérêts intenses, ses intérêts spécifiques. La solution maître du jeu, donc accepter qu'on soit un Stormtrooper bleu autistique, encore plus en cette journée de l'autisme. Tomber le masque, alors attention, tomber le masque avec modération et de façon adaptée à la situation. On ne peut pas tomber le masque en permanence quand on est avec des personnes zadistes. Si on montre trop nos traits autistiques, on devient vulnérable, on n'a pas envie d'être vulnérable. Donc l'idée c'est plutôt d'avoir des personnes ressources avec qui tu peux tomber le masque. Idéalement ton conjoint, ta conjointe, si tu as besoin d'un masque quand tu es en relation de couple, c'est qu'il y a un problème dans le couple. Donc pouvoir parler de son autisme, c'est idéal. Pouvoir exprimer ses besoins spécifiques dans son couple, c'est encore mieux. Et idéalement d'avoir des personnes ressources, des amis autistes, mais pas que. Mais autistes, c'est bien parce que ça permet de vraiment pas avoir à suradapter. On peut vraiment tomber les masques, mais avoir des moments où on n'a pas ce masque-là. Pas en permanence, mais au moins avoir des moments où on n'a pas ce masque-là. Chercher ailleurs si ton environnement en entreprise est toxique, si ton projet professionnel ou étudiant est toxique, si ton couple est toxique, chercher ailleurs et attends avant de partir sur une civière idéalement et libérer tes talents. Alors moi j'aime beaucoup l'ikigai, je vais pas vous faire un cours sur l'ikigai, je mettrai ma vidéo sur l'ikigai, j'en ai même fait plusieurs des vidéos sur l'ikigai dans l'article, toujours lien dans la description. L'ikigai, c'est que ce qui te fait te lever le matin de bonne humeur, avec enthousiasme et épanouissement. C'est pas ta mission de vie, c'est pas que il y a la mission, mais il y a pas que la mission, il y a les missions, la passion, la vocation, la profession. C'est trouver un projet professionnel, un projet de vie, un projet d'études qui corresponde à tes talents spécifiques, à tes besoins, qui soit écologique, qui soit épanouissant, qui soit pertinent, où tu puisses délivrer tes talents sans t'épuiser, sans te suradapter, sans te surmasquer en permanence et donc idéalement sans t'épuiser. Ce travail sur l'ikigai, c'est vraiment un travail qu'on fait dans une reprise après un burn-out. Dans les coachings on le fait, dans Power on le fait, c'est vraiment essentiel. Identifier tes activités ressourçantes. Même Dark Vador, il a des activités ressourçantes. On ne juge pas Dark Vador. Peut-être qu'un jour, il arrêtera d'être méchant. D'ailleurs, à la fin, je ne vais pas tout spoiler la fin, tout le monde a vu le film. Bref, à un moment, il n'est plus méchant. Donc, identifier ses activités ressourçantes. Donc, ça peut être ses enfants, comme Dark Vador, mais ça peut être plein de choses. Le jardinage, le dessin, la lecture, les séries, les livres. J'ai déjà dit la lecture, les livres, c'est pareil. Pardon. C'est la fin de la vidéo, ne m'en veux pas. Et tes intérêts intenses, des intérêts spécifiques qui sont ressourçants, qui sont un joker pour les personnes autistes. Donc en burn-out autistique, on a cette possibilité de se ressourcer en cultivant nos intérêts, ce que n'ont pas forcément, en tout cas pas à ce point, les personnes zadistes. Un point pour nous. Que la force soit avec toi, nous dit Yoda.
et surtout, moi j'ai envie de dire, vers l'infini et au-delà. Alors ce serait bleu l'infini et au-delà pour l'autisme, mais vous savez, les gens, moi j'aime bien le vert, donc j'ai fait du bleu aujourd'hui parce que c'était l'autisme pour vous faire plaisir, mais vers l'infini dans le sens où l'idéal, c'est quand même, par exemple, d'être payé pour tes talents spécifiques, tes intérêts intenses, et de pouvoir au moins te démasquer à minima pour ne pas être dans une suradaptation totale, permanente, qui participe à l'épuisement, qui participe à la rechute. Donc quand on construit le projet professionnel, on fait en sorte qu'il soit au moins un minima adapté à nos besoins spécifiques, sans forcément avoir besoin de les exprimer, c'est juste identifier les postes qui correspondent à ceux dont on a besoin, à nos hypersensorialités, tout ce qui fait ça va être plus ou moins difficile à vivre sur le long terme. Typiquement, on va pas mettre un autiste en open space, on va pas mettre un autiste dans un environnement trop bruyant ou avec trop d'interactions sociales. Si les interactions sociales sont difficiles, il y en a qui ne sont pas gênés par ça. Donc c'est vraiment être très au clair sur ses besoins spécifiques à soi pour avoir un projet épanouissant et écologique où on n'est pas à masquer en permanence. Qu'on puisse au moins avoir peut-être le costume, mais au moins pouvoir avoir son petit personnage là qui diffère des Stormtroopers et qui ressemble vraiment plus à qui on est en réalité. Donc à toi de jouer. Et pour te laisser sur une question concrète et pratique, c'est quelle est la chose la plus gentille que je peux faire pour moi aujourd'hui? Je te laisse répondre à la question et je te laisse le faire. On tombe la cape, on arrête de modéliser des super-héros qui n'existent pas, et on garde le cap. On trouve son cap, on trouve son ikigai, on identifie ses intérêts spécifiques, ses intérêts intenses, on les cultive parce qu'ils sont précieux pour nous, c'est un des super pouvoirs de l'autisme, donc on n'oublie pas de les identifier et de les nourrir. Ça participe à gagner des cuillères, ça participe à remplir la pile, ça participe à ne pas rechuter quand on s'est épuisé. On identifie ses besoins, on tombe pas forcément le masque, tu verras, j'ai retiré la cape, mais j'ai pas retiré le masque parce que le masque, on en a quand même besoin pour se protéger, donc ça dépend vraiment du contexte et des circonstances, mais on identifie ce qui a fait le burn-out autistique pour ne pas rechuter. Et pour aller plus loin, on va sur le site effervescience.fr et on télécharge le guide Burnout, les règles du jeu, qui explique ce qu'est le burn-out d'un point de vue physiologique et pratico-pratique et comment on commence à en récupérer, qui explique aussi l'ikigai. Donc ça parle pas spécifiquement de burn-out autistique, mais ça reste complètement adapté pour le burn-out autistique aussi. C'est gratuit et tu peux aussi avoir la version imprimée sur Amazon. Je te mets le lien dans la description de la vidéo pour les personnes qui aiment bien l'objet livre. C'est un tout petit livre, il est tout pas cher, il est préfacé par le docteur Lechemia dans sa version Amazon, il n'est pas préfacé sur la version du site PDF, donc n'hésite pas à te procurer ce petit guide pour commencer à comprendre le burn-out et commencer à comprendre comment récupérer d'un burn-out. Et si tu veux aller plus loin, j'ai écrit 2 autres livres. J'ai écrit Le Power du jeu, qui est une explication de la physiologie du burn-out à la lumière de la théorie polyvagale, donc qui te permet d'approfondir la théorie polyvagale et de comprendre tes états, de comprendre ton interoception, ce qui joue à l'intérieur de toi. La clé de lecture des états de la théorie polyvagale est vraiment très précieuse pour les personnes qui, comme moi, n'arrivent pas à lire les émotions. Donc les autistes en général, qui souffrent d'alexithymie, mais c'est la majorité. Donc moi, j'ai toujours du mal avec les émotions, mais j'arrive à lire, grâce à la théorie polyvagale, mes états, ce qui me permet d'identifier mes besoins et de les exprimer. Donc c'est très précieux pour les personnes autistes, ce livre-là. Et sinon, j'ai ici écrit Patriarcat, mode d'emploi, le manifeste félin pour sortir du burn-out, qui est une critique de la société patriarcale et capitaliste qui fait qu'on va tous sur l'épuisement et que les deux ont un chapitre sur l'épuisement des profils neuroatypiques et encore plus dans Patriarcat, mode d'emploi où j'ai vraiment fait l'épuisement des profils TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, des profils TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et des troubles 10 avec les spécificités de chacun des épuisements. Donc c'est juste un chapitre, c'est juste une dizaine de pages, mais malgré tout ça a le mérite d'exister. En attendant mon nouveau projet sur lequel je travaille actuellement, à savoir un livre sur le burn-out autistique, dis-moi si ça t'intéresserait dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai déjà mon petit carnet sur ce projet de livre-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose en français, c'est pas de qualité ce qu'il y a actuellement. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un livre. Donc si ça te plaît, encourage-moi en commentaire, j'ai commencé à travailler dessus. Et pour les personnes qui lisent l'anglais, il y a 2 livres que je te recommande, c'est The Ultimate Guide to Autistic Burnout, ce petit livre bleu qui est un livre Amazon KDP, donc c'est un livre auto-édité qui est très bien fait.
et encore mieux fait et plus joli et plus pratico-pratique encore. C'est vraiment une pépite ce livre-là, je le recommande à toutes les personnes qui font des burn-out autistiques et qui lisent l'anglais. En tout cas, en attendant que j'écrive mon livre à moi, c'est The Autistic Burnout Workbook, qui est super bien fait, qui reprend en filigrane la TPV sans trop la citer, juste en pied de page, en expliquant que il la cite sans la citer parce que c'est un petit peu discuté, etc. Mais qui est vraiment très bien fait, c'est très concret, et que tout le support que tu as vu aujourd'hui repose sur ces 2 bouquins. Donc je les recommande vivement pour les personnes qui lisent l'anglais. Je mettrai les références dans l'article, évidemment. Pour aller plus loin, encore plus loin, il y a les formations. Power, c'est ma formation d'approfondissement à la théorie polyvagale, qui permet de découvrir les processus de burn-out, de les comprendre, de les identifier, qui permet tout le travail qu'on fait en fait après un burn-out, de comprendre le burn-out, de comprendre les causes, d'identifier ses états, d'identifier ce qui nous donne de l'énergie, d'identifier ce qui nous prend de l'énergie, d'identifier ses besoins, ses valeurs, ses limites, les exprimer, apprendre à dire non. Bref, tout le travail de coaching qu'on peut faire dans un coaching mais en moins cher, c'est dans Power. Et pour les gens qui veulent juste, mais c'est quand même très important, des pratiques polyvagale de régulation du système nerveux pour les 2 objectifs qu'on a vus avec la fenêtre de tolérance, étendre sa fenêtre de tolérance et gagner en flexibilité, et apprendre donc à réguler son système nerveux et son nerf vague. Ça, c'est dans Aware, qui est beaucoup plus accessible. Aware, c'est des outils polyvagaux, c'est les trésors de la théorie polyvagale pour réguler son système nerveux, et c'est très précieux pour les personnes autistes, parce qu'on a besoin de ça pour étendre notre fenêtre de tolérance, résister face au stress, et savoir aussi gérer les crises, donc savoir revenir à un état de vagal ventral quand on est en crise. C'est pas miraculeux, hein, quand on est en pleine crise, il y a des outils qui marcheront pas, mais dans la pléiade d'outils qui est à l'intérieur, il y a plus de 80 outils, tu vas en trouver qui vont t'aider à gérer tes crises. En tout cas, moi, il y a des outils qui m'aident clairement à gérer mes crises autistiques dans Aware. En attendant, d'autres contenus spécifiques sur le burn-out autistique, donc je te parlais de mon projet de livre avec son petit carnet, mais j'ai aussi des projets d'interview, plusieurs, où on va reparler de burn-out autistique. Donc là encore, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et on n'a pas fini avec le burn-out autistique, c'est un petit peu mon intérêt spécifique intense du moment. Quand j'ai vu le peu qu'il y avait en français par rapport à ce qu'il y avait en anglais, et encore il n'y a pas grand chose en anglais, il y a peut-être 3 ou 4 bouquins grand public pour l'instant. Je me suis dit que j'allais y aller, donc encouragez-moi parce qu'il y a à faire et ça va être passionnant. Et pour aller encore plus loin, il y a bien sûr les accompagnements, donc les coachings. Les coachings où là je t'accompagne à faire tout le protocole que je t'ai présenté de sortie du burn-out, qui est déjà celui que je faisais avant, donc on est raccord sur comment on accompagne le burn-out, à savoir d'abord s'arrêter, parce qu'en vrai tu vas d'abord te sortir de l'environnement toxique pour gérer l'épuisement, pour gérer la situation, et ensuite on va relire les causes du burn-out, identifier tes triggers, tes déclencheurs, donc tes activités vampirisantes, identifier tes activités ressourçantes, travailler sur ton énergie, la récupération de l'énergie, comprendre le burn-out, travailler sur les neurotransmetteurs, complémenter si besoin, parce qu'il y a toujours des déficits et des déséquilibres, encore plus s'il y a un syndrome dépressif associé, et travailler sur un projet de reprise professionnelle, si reprise professionnelle il y a, qui soit épanouissant et écologique, avec l'ikigai, mais pas que, pour vraiment que tu puisses reprendre sans te suradapter outre mesure, en tout cas pas au point de te réépuiser, et de façon écologique, épanouissante et ressourçante surtout, pour que tu puisses cultiver tes petites cuillères et faire de tes petites cuillères des grosses cuillères et qu'avoir encore plus de cuillères, et ça on peut le faire ensemble. Et bien sûr, pour d'autres contenus, tu peux me retrouver sur effervescience.fr. On peut faire équipe dans les accompagnements pour des conférences, et tu peux rejoindre la team des donateurs sur Tipeee si tu as aimé cette vidéo, et si tu as aimé les autres vidéos que tu vas peut-être aller voir après celle-là. En tout cas, j'en mettrai plusieurs pertinentes dans l'article associé à cette vidéo. À toi de jouer, et surtout, prends soin de toi.